Alors les gens, 2027, que peut la gauche? Il y a un débat entre Sandrine Rousseau, Aurélie Trouvé de LFI, De Fontaine du PCF et Cardon du PS sur l'humanité. On va écouter ça. Je pense qu'ils vont parler de 2027, ça va être marrant. Stratégie présidentielle. Dans 1 an, Emmanuel Macron rendra les clés du pouvoir sans avoir réussi à endiguer la montée du Rassemblement national, à qui il a au contraire pavé la voie. Dans 1 an, la gauche partira sauf surprise en ordre dispersé, là où face au risque de voir Bardella arriver à Matignon en juillet 2024, elle avait su s'unir en formant le nouveau Front populaire. Le NFP était alors arrivé en tête des élections législatives en nombre d'élus. Assiste-t-on à un retour des gauches irréconciliables? La gauche est-elle à la hauteur du moment historique? L'introduction est déjà catastrophique. Oui, c'est l'humanité, les gens. Donc ça va être une catastrophe absolue d'analyse politique. Dire que c'est pas surprenant que la gauche parte dispersée comme on s'y attendait, machin et tout. Non, en fait. On devrait vouloir autre chose que ça. Comment ça, l'humanité? Maintenant, on va normaliser le fait de présenter 800 millions de candidats alors que l'élection présidentielle a un effet toxique qui s'appelle l'effet spoiler, qui veut que quand plusieurs personnes se présentent sur des idées similaires, elles réduisent leurs chances de gagner dans l'élection. Encore une fois, c'est tous ces médias-là, tout ce qu'on a dit dans la série docu, reste exactement pareil. Et les gens ne changent absolument pas leur attitude. Tous ces médias soi-disant de gauche, là, l'humanité, toutes ces chaînes et ces médias et influenceurs, en fait, ne se remettent jamais en question, ne changent jamais leur façon de présenter les choses. Il n'y aura jamais une vidéo pour éduquer les gens sur l'effet spoiler, sur à quel point ça n'a aucun sens de présenter 800 millions de candidats, pour dire que les partis qui n'ont pas de chance d'être présents au second tour, mais qui présentent quand même un candidat, sont en fait financés par la CIA, probablement, ou alors on ne comprend pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Leur but est donc de faire perdre la gauche. Comment ça? Bref, c'est l'humain. Pourra-t-elle dépasser le seuil de 32% des suffrages auxquels elle est bloquée depuis 2014? A-t-elle un retour des gauches irréconciliables? La gauche est-elle à la hauteur du moment historique? Pourra-t-elle dépasser le seuil de 32% des suffrages auxquels elle est bloquée depuis 2014? A-t-elle déjà perdu ou peut-elle gagner? Et sur quelle ligne politique pour changer la vie des gens? Donc pour ce débat que je co-anime avec Aurélien Souchère, chef du service politique de l'Humanité. Donc ça n'a aucun sens, ce truc de est-ce que la gauche peut dépasser le seuil de 32% où ils sont bloqués? C'est pas comme ça que ça marche l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, il faut être présent au second tour et après il faut gagner au second tour contre une personne. Macron, en 2017, avait eu au premier tour, si je me souviens bien, 24%, je crois, 23 ou 24% des voix et il est devenu président. Donc comment ça dépasser? Il faut pas dépasser 30% pour gagner. Il faut être présent au second tour et gagner contre l'autre option présente au second tour. Donc être plus populaire que l'autre option. Donc si la gauche de rupture, si par exemple le candidat LFI arrive au second tour face au candidat RN, il faut être plus populaire que le candidat RN. Et dans ce cas-là, tu gagnes la présidence de la République. Après, vu qu'il y a de l'alignement des législatives, il y a même une possibilité que tu aies une majorité absolue aux législatives directement derrière. Et donc tu puisses appliquer ton programme. 28 c'était en 2022, j'ai dit 2017. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc en gros... Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour Macron en 2017. Macron en 2017, il arrive de nulle part. Personne ne le connaît 1 an avant la présidentielle. Il est mis en avant par tous les médias. Il y a une campagne de toute la classe dominante pour Macron. Et du coup, il arrive en tête au premier tour, mais pas avec un score très élevé. Il passe au second tour face à l'extrême droite et il gagne face à l'extrême droite. Et il a dans la foulée une majorité absolue pour En Marche aux législatives. Législatives 2017, attendez, je vais juste fact-checker ça vite fait. On est d'accord, LREM. 43% des sièges. Attendez, c'était pas une majorité absolue, c'était relatif. 306 sièges pour LREM. Mais avec le MoDem, ça fait 6%. Non, ça fait 49. Ouais, ça fait quasi... bref, après, pendant 5 ans, ils ont fait passer presque toutes les lois qu'ils voulaient. Donc bon. LREM plus MoDem plus Horizon. Il y avait Horizon, ça existait à l'époque? Je crois que ça existait pas, non? Bref, ils ont pu appliquer leur politique, en gros. Donc ils avaient assez de députés. Alors que c'était un parti qui n'existait pas 2 ans avant la présidentielle. Faut encore une fois se souvenir de ça et à quel point les présidentielles influent derrière sur les législatives parce qu'il y a un effet d'entraînement dans la foulée. On a un nouveau président, on donne une majorité absolue à cette force politique-là pour qu'on teste au moins ce programme-là, quoi. Donc voilà, il ne faut pas dépasser 32% pour avoir les pleins pouvoirs. C'est pas comme ça que ça marche. Nous accueillons sur notre plateau 4 responsables politiques. Aurélie Trouvé, députée de Seine-Saint-Denis et responsable des relations... Ah oui, attends, c'est 289 pour une majorité absolue. Attends, je comprends plus rien. Ah non, c'est pas 43% des sièges, c'est 43% des votes ici, je comprenais pas. Oui, ils ont bien 306 sièges, donc ils ont une majorité absolue. LREM, oui. Oui, j'avais raison, d'accord.
Parce que j'ai été induit en erreur par le 43%, mais là, c'est pas 43% des sièges, c'est 43% des votes, du coup. Qui est une façon bizarre de compter les résultats de l'élection législative, mais bon. Unitaire de la France Insoumise, bonjour. Bonjour. Rémi Cardon, sénateur de la Somme et secrétaire national du PS à la communication et à la riposte. Bonjour. Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris. Bonjour. Et Léon Desfontaines, deuxième vice-président d'Amiens Métropole et porte-parole du Parti communiste français. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, il faut toujours prendre les sondages avec des pincettes, mais la gauche est donnée battue dans quasiment tous les cas de figure en 2027. Oh non. Pourquoi je dois rentrer de vacances et écouter les pires personnes donner leur avis sur la politique alors qu'ils racontent que de la merde en boucle depuis des années. Là. Tous les sondages donnent la gauche battue. Voilà, on va être défaitiste, exactement comme la dernière fois. On va être full défaitiste tout le temps. Qui sont ces gens, en fait ? Qui sont ces gens ? Pourquoi on doit les écouter ? C'est qui ce gars ? Sandrine Rousseau, comment vous expliquez qu'elles ne parviennent pas à incarner la possibilité d'une alternance après 10 années de macronisme, alors que le NFP est arrivé en tête aux législatives ? Déjà, je voudrais dire qu'à chaque fois qu'on a essayé l'union, ça a marché. Et quand on ne l'essaye pas, ça perd. Et là, j'ai l'impression qu'on s'est enfermé dans des espèces de batailles qui ne parlent pas du tout. Et on parle d'alliance non-stop, on ne parle plus de projet, on ne sait pas pourquoi on veut le pouvoir. Et quand je vois tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, quand je vois la succession de textes qui nous est présentée... PPT, ça a marché, mais le NFP a marché jusqu'à ce que le PS trahisse, donc moyen ça a marché. Ouais, on va écouter pour savoir est-ce que Sandrine Rousseau va dénoncer la trahison du PS. Si, en général, elle le dit quand même, ça. Hein. Que ça soit les derniers en date sur la loi Yadan... Que ça soit, non, c'est bon, le son, il est réparé. Enfer. Sur la loi contre le 1er mai, sur la loi de programmation agricole, la loi spéciale sur l'agriculture, enfin toutes les lois là qui nous sont présentées, mais Rodwell après, enfin vraiment on enquille les lois les plus horribles qui soient, et en fait à chaque fois on fait bloc, la gauche fait bloc pour contrer ça. Et donc le sujet, c'est comment se fait-il qu'on perçoive le danger, qu'on ait finalement la même analyse dans un hémicycle comme celui de l'Assemblée nationale, et qu'on n'arrive pas derrière à transformer ça dans des unions. Et moi, j'entends que, évidemment, il y a des responsabilités, il y a des inimitiés, mais je le redis, à chaque fois qu'on a essayé, ça a fonctionné. Et moi, pour les 32%, je te trouve malhonnête. Ils veulent tout simplement dire que l'addition de tous les candidats de gauche fait max 32% et qu'il n'y a pas de réserve restante pour atteindre les 50% au second tour. Donc, Cas Blanco, ils n'ont pas dit ça, ok ? Moi, quand je réagis à une vidéo, je réagis aux propos qui sont dans la vidéo. Donc là, tu me demandes d'interpréter ce qu'ils disent comme un truc qu'ils n'ont pas dit et après de réagir à ça. Bon, déjà, c'est un peu bizarre. Et deuxièmement, si dans un autre univers parallèle où ils auraient dit ça, bah, ils auraient tort parce que, comme on vient de le montrer, comme je l'ai montré pendant des mois, en fait, il y a une réserve de voix totalement suffisante pour que la gauche de rupture gagne au second tour face à l'extrême droite. On vient littéralement d'en parler il y a juste 5 minutes dans le stream. Enfin, je sais pas, faut que je remonte l'image. Vraiment, chaque seconde du stream, faut que j'ai l'image sur un fichier en bas du truc pour que les gens se souviennent de ces chiffres. Enfin... L'idée qu'on pourrait passer cette présidentielle, qu'on se concentrerait sur le premier tour, que le premier tour serait autour de 15-16%, que c'est atteignable, etc. Oui, on peut faire 17%, et il y a un des candidats de gauche qui pourrait passer la barre, mais à 17%, on ne passe pas de 17% à 51%. Et moi, c'est vraiment... En fait, si Macron est passé de, en 2017, je crois que c'était 23 ou 24, Macron avait fait précisément 24% au premier tour en 2017. Donc, de toute façon, et il a fait 66 au second tour, d'accord ? On ne passe pas de 17 à 50%. Bah, déjà, on a des exemples de gens qui sont passés de 24% à 66% dans un second tour face à l'extrême droite. Donc ça, Sandrine Rousseau, un an avant l'élection présidentielle 2017, elle nous aurait dit c'est impossible de passer de 24% à 66%. Bah, en fait, si, c'est possible. Et ensuite, le fait que c'est pas 24 mais 17 ne change absolument pas le fait que c'est possible de gagner au second tour. Il faut passer au second tour. Enfin, le raisonnement que nous fait Sandrine Rousseau n'a aucun sens. On ne passe pas de 17% à 50%. Source, est-ce que ces gens vont à un moment montrer un graphique de report de voix et nous expliquer, selon eux, c'est quoi le scénario de report de voix qui verrait pour un second tour, nous faire des hypothèses, faire une analyse politique digne d'un journal qui prétend faire de l'analyse politique avec 300 000 abonnés sur leur chaîne et des représentants politiques de premier plan sur leur plateau, tu vois.
Est-ce qu'on va avoir ça ou c'est seulement les streamers qui n'ont pas fait d'études dans ce domaine, qui sont en freestyle sur leur chaîne Twitch, qui vont avoir cette analyse? On angoisse parce que derrière, il y a des gens qui souffrent très concrètement et très immédiatement de nos divisions. Léon Desfontaines, même question. On a l'impression que 2027, pour l'instant, se joue entre le RN et la droite et qu'il n'y a pas d'ébullition à gauche, alors qu'on parle de la vie. On a l'impression pour l'instant que 2027 se joue entre le RN et la droite. Mais qui sont ces gens? Ils sont payés par quel milliardaire pour nous faire cette propagande défaitiste en permanence? Des gens. Pourquoi est-ce que la gauche, pour l'instant, n'est pas vue comme l'alternance? Moi, je vais repartir du nouveau front. Vu par qui? Mais de quoi vous parlez? Mais c'est la droite qui vous parle. C'est la droite qui vous parle sur l'humain, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Populaire, vous l'avez cité en introduction. Le nouveau Front populaire, c'est pour le coup une alliance inédite. Moi, honnêtement, les gens, là, on est en train de rentrer dans le cycle de l'élection présidentielle 2027 et je suis vraiment en train de voir globalement se dessiner chacun des épisodes que j'ai fait sur la série docu en mode voici toutes les erreurs qui ont été faites en 2022, voici ce qu'il faut pas faire. Je vois un par un les trucs en train d'être faits à nouveau. Les trucs en train de réémerger, le défaitisme réémerger, la validation des abstentionnistes en train de réémerger. Genre, c'est vraiment, ils ont vu la série docu, ils ont dit hop, comment on va trigger au maximum Mulch et la neutrosphère. En fait, on va faire littéralement chaque truc qui dit qu'il faut pas faire. C'est insupportable en fait. C'est juste, ça me fait un câble complètement. J'ai envie de retourner en vacances. C'est le moment de promouvoir la série docu. On a déjà tout fait, les gens. On a littéralement un site, on a tout. Voilà. Maintenant, il faut que les gens la regardent. Mais bon, l'algo YouTube est ce qu'il est. Donc, quand on poste l'algo YouTube, quand on poste la vidéo, ça fait des vues. Et puis, plusieurs années après, la vidéo ne fait plus de vues. De gauche, et Mme Rousseau vous disait tout à l'heure, à chaque fois que la gauche se rassemble, elle a gagné. J'ai pas exactement la même appréciation sur le nouveau Front populaire. Si le nouveau Front populaire nous a permis d'arriver en tête, c'est certain, notamment en nombre de députés, il ne nous a pas permis de gagner parce que la preuve en est, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il y a des majorités qui se font contre toute progression sociale, tout progrès social. On l'a vu avec le dernier débat, notamment sur le 1er mai, où finalement la droite est majoritaire à l'Assemblée nationale. La droite est majoritaire parce que si on fait la somme des macronistes et du Rassemblement national, ils ont une majorité absolue pour faire passer l'ensemble des textes. C'est la faute du PS. Le PS aurait censuré. Il y aurait eu la possibilité d'avoir un gouvernement NFP depuis très longtemps déjà. Si le PCF, ELV, le PCF le PS n'avait pas trahi complètement le NFP. De régression sociale. Et les scores que nous avons obtenus au nouveau front, lors du nouveau Front populaire, et je le dis souvent, et je l'ai dit notamment en 2024 lorsque je faisais le tour des universités d'été de nos 4 forces politiques, où je disais qu'on est arrivé en tête, qu'on a gagné, mais qu'on a perdu. On a perdu parce qu'on a perdu de nombreuses circonscriptions, et notamment les circonscriptions les plus ouvrières. J'étais candidat moi-même pour le nouveau Front populaire dans la 3e circonscription de la Somme, une circonscription très ouvrière, sociologiquement, dans ce qu'on appelle le Vimeux, ce qu'on appelait le Vimeux rouge, 50% d'ouvriers. Le Rassemblement national fait 49,71%. Comment se fait-il que la gauche, dans sa globalité rassemblée, elle pèse 15%, alors qu'il y a encore 30 ans, elle était majoritaire dans ce territoire-là, et la circonscription était de gauche. Et la réponse, c'est la division. Et donc, non, la réponse, c'est pas les On s'en fout de cet endroit, en fait. Je sais pas pourquoi on parle de ce territoire. On s'en fout complètement. Parce que pour le coup on était rassemblés. Et donc la réponse qu'on doit apporter, c'est surtout quel discours. Moi j'ai aucune religion sur le rassemblement. La question c'est le fond et le projet qui permet d'aller chercher celles et ceux qui ne croient plus en la gauche. Moi ma priorité pour 2027, mais pas que pour 2027, pour l'ensemble des années qui vont arriver, c'est de permettre à la gauche de reconstruire le bloc social qui a fait sa force, d'aller rechercher celles et ceux qui notamment sont les ouvrières, les ouvriers, les employés. C'est celles et ceux à ceux-là qu'on doit s'adresser en premier lieu. Et la question qu'on doit toutes et tous se poser, c'est comment se fait-il que des gens qui votaient à gauche il y a encore 20 ans, qui aujourd'hui soit s'abstiennent, soit votent Rassemblement national, ne votent plus à gauche. Et donc c'est à cette question-là qu'on doit répondre. Et moi, je ne crois pas que c'est le Rassemblement qui permettra d'y répondre. La preuve en est avec le NFP. Par contre, je pense que c'est avec un projet politique renouvelé. Et je partage en tout point ce que vous disiez, Madame Rousseau, sur le fait qu'on a besoin, en revanche, d'avoir des débats de fond à gauche. On débat uniquement de la candidature ou du casting. Moi, j'aimerais qu'on ait un débat de fond sur la manière dont on pourrait réindustrialiser le pays, dont on pourrait développer une agriculture durable pour le territoire, comment on peut retrouver notre souveraineté, comment on est capable d'améliorer le quotidien de l'ensemble des travailleurs de ce pays. En tout cas, je pense que c'est une... Et ton candidat, c'est littéralement Fabien Roussel, le gros réac anti-immigration, anti-vegan, qui pense que Mélenchon s'adresse aux franges radicalisées des quartiers périphériques ou je sais plus quoi. Comment ça, parler de fond, parler de fond, quand vous parlez de fond, c'est littéralement des takes de droite. D'aller rechercher cet électorat que nous avons perdu. On parlera justement du fond des projets ensuite, mais Aurélie Trouvé, je voulais vous poser la question. Depuis 2014, je le disais, quelle que soit l'élection, le total des voix de gauche n'a jamais dépassé les 32%, alors que l'extrême droite progresse d'élection en élection. Pourquoi la gauche, en tant que bloc, est-elle si faible selon vous ?
D'abord, c'est J'en peux plus. Non, mais ce mec est un agent de l'extrême droite qui est sur le plateau. Qui peut dire ça? T'es en train de dire ça à une personne de LFI, un parti qui a fait 12% en 2012, 19,6% en 2017, puis 22% en 2022, puis a fait la NUPES, a fondé la NUPES, a fondé le NFP, et en 2024, jamais un programme de gauche de rupture, d'accord? Parce que le programme NFP, c'est un programme de gauche de rupture. Jamais un programme de gauche de rupture n'a eu autant de votes depuis 30 ans en France. Il y a une immense montée de la gauche de rupture, c'est ça la tendance. Et le mec réécrit toute cette tendance-là et dit l'extrême droite progresse d'élection en élection, contrairement à la gauche. C'est genre un problème de santé mentale. En fait, non, je peux pas croire ça, parce que dans sa position, il y a 1000 fois plus de chances que ce mec-là soit payé pour faire perdre la gauche que ça soit un vrai avis honnête de sa part. Ou alors il est matrixé au dernier degré. Mais qui dit une phrase comme ça? Qui pose la question à LFI, le premier parti de gauche en France, la gauche de rupture, qui est en mesure de l'emporter, qui progresse d'élection en élection, en ayant cet élément de langage-là quand il pose la question? Ça n'a aucun sens. Je vais devenir complètement fou. C'est un chroniqueur de backseat, lui, ça m'étonne pas. Pourquoi la gauche? La division de la gauche, ça fait des vues, c'est tout. 49 000 vues, c'est un immense flop. Ils ont même pas 1/6 de leur public qui regarde leurs vidéos. En tant que bloc, est-elle si faible selon vous? D'abord, c'est qu'est-ce qu'on entend par gauche? Parce que les dynamiques ne sont pas les mêmes. Moi, je considère qu'il y a certes un affaiblissement de la gauche traditionnelle, mais il y a aujourd'hui un renforcement de la gauche de rupture. Et on le voit d'ailleurs dans les élections. C'est pas la municipales. gauche! Avec des grandes villes qui étaient à droite, qui sont passées à gauche, ou qui étaient centre, et qui sont passées vraiment dans la gauche de rupture. Je peux parler de Saint-Denis, mais je peux parler aussi de Nîmes, par exemple. Donc ce qu'on observe, c'est pour moi un renforcement de la gauche de rupture. Et en ce qui concerne la France insoumise, nous n'avons fait que progresser d'élection en élection. Donc ce constat, d'abord un peu déprimant, je ne le partage pas. Vraiment. Maintenant, c'est clair que le RN aujourd'hui est plus que jamais. Elle a raison, hein, évidemment. Aurélie Trouvé a raison, elle est basée. J'aurais aimé que sa réponse à la question, ça soit de juste accuser le mec d'être un agent de la CIA et dire mais comment vous osez prononcer des propos aussi délirants sur un plateau qui se veut ne pas être un relais de la propagande de droite, en fait, monsieur. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut augmenter un tout petit peu le niveau de confrontation avec les idées de merde en général, parce que c'est bon, quoi. À un moment, il faut arrêter de juste normaliser ces propos lunaires tout le temps. Est aux portes du pouvoir et qu'évidemment, ça doit interroger. Moi, je suis d'accord aussi sur le fait qu'il faut d'abord, aller rechercher le vote des quartiers populaires, des classes populaires, et deuxièmement, l'abstention. Et alors moi, par contre, j'en retiens des enseignements différents. D'abord, je pense, qu'il faut faire bloc populaire, ne surtout jamais opposer, par exemple, le rural et l'urbain. Parce qu'en réalité, nous avons, et moi qui viens pourtant d'un milieu plutôt rural, en tout cas pas du tout urbain, mais aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, je considère qu'en fait, il y a les mêmes problèmes, il y a des problèmes identiques quand on est dans un quartier populaire de Seine-Saint-Denis ou dans certaines sous-préfectures, par exemple, le manque criant de services publics. Et donc, je ne suis pas, je suis pour faire bloc populaire et pas opposer ni rural ni urbain, ou par exemple, ni ne pas opposer le social et le sociétal, ce qui est une grave erreur. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense que c'est la gauche de rupture qui est aujourd'hui en progression. Pourquoi ? Parce que je pense d'abord que les classes, les rapports sociaux se tendent, qu'il y a un capitalisme qui se radicalise et qui demande une rupture. Et quand on dit rien que le programme, tout le programme, c'est pas juste par dogmatisme. C'est parce qu'en réalité, je peux pas faire la démonstration, j'ai pas le temps ici, mais si vous répondez rien qu'à un besoin humain fondamental, qui est se nourrir de façon suffisante et saine, rien que ça vous demande de changer tout le mode de production, tout le mode de consommation et de changer toutes les politiques qui les encadrent, y compris de désobéir à l'Union européenne et de mettre à bas les accords de libre-échange. J'arrive jusque-là, d'accord ? Donc c'est pour vous dire que c'est pas... c'est juste aujourd'hui répondre aux besoins, y compris primaires et essentiels, demande de changer l'ensemble et pas des mesurettes ou juste 10 petites mesures et surtout pas revenir, comme ça a été fait par certains, sur le programme qu'on avait élaboré du nouveau Front Populaire qui, pour le coup, était un programme de rupture. Rémi Cardon, est-ce que vous... Quand il dit certains, c'est toutes les personnes autour de cette table. Hein. Et désolé, mais j'inclus Sandrine Rousseau parce que Sandrine Rousseau reste à EELV et EELV a entièrement trahi le programme NFP. Ils ont publié une plateforme programmatique où ils ont
plus le SMIC à 1 600 € augmenté immédiatement, ils ont plus la retraite à 60 ans, ils ont plus la règle verte, ils ont genre la majorité des trucs basés dans le programme NFP qui ont sauté. Hein, donc, je sais pas, à un moment, moi, j'ai plus de patience en fait, c'est bon. Vous le partagez, ce constat d'une gauche trop faible qui ne dépasse pas les 32% depuis 2014? Oui, il y a un plafond de verre, mais il y a quand même une dynamique d'union tout de même. On le voit Ça va bien. absolument rien dire. C'est quoi ce concept de plafond de verre? Imaginez si à droite, il raisonnait comme ça. Ah non, mais Macron, en fait, c'est fou parce qu'en 2017, il a fait 22% au premier tour. Donc comment il va faire pour dépasser ce plafond de verre? Historiquement, Macron n'a jamais fait plus que 22%. Donc on voit bien qu'il a un plafond de verre. Ah bah non, au premier tour en 2022, il a fait 28%. Donc en fait, ce concept de plafond de verre n'a juste aucun sens. C'est une construction intellectuelle, pseudo-intellectuelle de merde qu'on valide parce qu'il y a des gens sur des plateaux qui sont en costard, qui utilisent cette expression nulle. Ça veut absolument rien dire plafond de verre, ça veut rien dire littéralement. Ils ne comprennent pas qu'on parle d'une élection présidentielle. Si tu es présent au second tour, tu dois juste faire plus de voix que l'autre personne qui est présente. Et ça dépasse 50%, donc où est le plafond de verre? Ça n'a aucun sens. Au département et même dans la Somme en particulier, même si on est unis, qu'on fait 16% sur des circonscriptions très compliquées, ça n'empêche que sans ça, on finit en dessous de 10, et toutes et tous. Et j'ai bien peur que les présidentielles, ça peut ressembler aussi à ça, si jamais on ne crée pas une dynamique d'union. En tout cas, je vois surtout que c'est une question de temps et de volonté. Le temps, il nous reste peu de temps pour trouver, en tout cas, une voie de rassemblement et en tout cas un mode de désignation. Et ça devient urgent. Et puis la deuxième, c'est la question de volonté. Est-ce que C'était dit pour le RN à la base, ouais, mais même dans ce cadre-là, c'était faux parce que le RN peut gagner en fait. Comment ça, le plafond de verre? Trump, il avait un plafond de verre en 2016 aussi aux US. Oui, il y a 30% des Américains qui sont radicalisés d'extrême droite, qui sont fascistes, mais bon, c'est un plafond de verre, ça peut pas aller au-dessus de ça. Ah bah non, en fait, ça peut. Non, désolé, c'est des mauvaises analyses, tout ça, ça dégage. chacun veut venir dans ce rassemblement pour faire face à, si on regarde les sondages, en fait, à l'extrême droite qui va être malheureusement très forte. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne doit même pas s'interroger si on doit y aller ou pas. Si on doit y aller, et on doit se retrouver toutes et tous pour effectivement une primaire, un mode de désignation où en fait on aura un candidat, un projet, et aussi utiliser cette primaire pour confronter nos idées. Oh, s'il te plaît, Aurélie Trouvé, s'il te plaît. Détruis tout l'argumentaire de la primaire sur place, s'il te plaît. Je veux quand même qu'une personne ait les bons arguments pour complètement faire tomber la mascarade de la primaire sur un plateau. Rarement on a les bons... Parfois on a des arguments anti-primaire, mais ils sont pas toujours bons. Que la gauche aussi anime la vie politique. Que les thèmes de l'extrême droite monopolisent pas justement les plateaux télé. Et c'est à nous aussi de le faire. C'est une question de volonté. Donc j'espère que on a tous la même volonté là-dessus. On a évoqué le fait qu'il faut changer de paradigme, ce que disait Aurélie Trouvé. Là, vous dites que le Rémi Cardon, que c'est le RN. Là, il faut couper la parole, en fait. J'en peux plus, les gens. Ok, peut-être que c'est juste le contraste entre ça et la pause, mais en fait, pour moi, désolé, mais c'est une vraie torture d'écouter ces plateaux où tout le monde a l'impression qu'il y a une règle de ne pas prendre la parole quand quelqu'un dit de la merde parce qu'il faut attendre que les gens qui gèrent la parole la redistribuent ou je ne sais quoi. Genre, ça me tend. Je suis tendu, en fait. Le streamer est trop tendu. Qui impose ces thèmes. Léon Desfontaines, on est au milieu d'une crise énergétique qui va sans doute déboucher sur une crise sociale. Les prix du pétrole explosent. La gauche a plein de propositions, nationaliser Total, bloquer les prix. Et pourtant, l'impression là que sur les plateaux télé en ce moment, c'est plus le RN qui en tire les marrons du feu, entre guillemets, en proposant de baisser la TVA sur les carburants. Que feriez-vous si vous étiez au pouvoir? Et quand on parle de la vie des gens, comment est-ce que la gauche peut être audible alors que, par exemple, on sait que les services publics sont plébiscités. Le mec est en train de dire, le RN propose des trucs bien, que les gens aiment, baisser les taxes et tout, ça c'est audible. Comment la gauche peut espérer, elle, être audible sur quoi que ce soit, en fait? Parce que le RN, eux, ils ont des super idées, non? Je suis journaliste à l'UMA. Dans le pays, et c'est pas la gauche qui en tire les richesses électorales. Enfin, c'est pas le bon terme, mais qui transforme ça en vote. C'est pas les gauches qui en tirent les profits de cette exploitation des électeurs, en fait. C'est ça que je veux dire. Je suis journaliste. Écoutez ce que je dis, c'est très intelligent. Bon, je pense qu'il faudrait. Alors, sur la question du vote, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus profond et ancré dans la population. Le rejet de la gauche. Enfin, il y a un véritable aujourd'hui rejet de la gauche. Les gens, je vais littéralement
un câble, je vais devenir complètement fou. Je vais vraiment devenir fou. Oh, Parce que la gauche est vue comme un tout homogène d'ailleurs, et que lorsque Jean-Luc Mélenchon parle ou lorsque Raphaël Glucksmann parle, Shut pour the fuck les gens, c'est la up gauche. Quand bien même, nous, on est capable d'analyser que ce sont deux discours, et je pense que c'est pas Madame Trouvé qui me dira le contraire, deux discours qui sont quand même complètement et radicalement différents. Pour autant, c'est vu comme un tout homogène. Pourquoi ? Parce que systématiquement, on dit qu'il y a des différences, mais qu'on est capable de se mettre d'accord, etc. Moi, je pense qu'on a besoin d'être clair sur notre ligne, sur nos orientations. En 2027 leur projet. Mais pour revenir sur la question énergétique et sur la question de fond, parce que je pense que c'est ça qui doit nous animer, en tout cas qui doit animer une bonne partie de nos débats. Face à la hausse de prix du il me faut un calmant là, les gens, il me faut un calmant d'essence et de gasoil particulièrement, il y a des mesures d'urgence qui doivent être prises. Je pense qu'on sera à peu près tous d'accord là-dessus, j'espère, sur le blocage des prix notamment comme mesure d'urgence évidemment. Mais on a pourquoi la cortisol elle spike aussi vite aujourd'hui là ? Vraiment, j'ai aucune patience aujourd'hui, c'est une catastrophe. J'ai envie de skip tout ce que raconte. Je vais juste skip tout ce qu'il raconte. Allez hop. Friser les prix. À gauche. Je rejoins beaucoup. Cardon sur cette. Demain à répondre à l'impératif environnemental. Rémi, sur cette question de l'énergie et du pouvoir d'achat, que peut faire la gauche ? Je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites déjà, mais moi il y a un point, parce que j'étais justement rapporteur sur un rapport sur la filière automobile, et ce que j'ai repéré dans les 6 mois d'audition, c'est... Bon, on va skip aussi, hein. BBD, parce que tu as goûté à la vie sans cette blague. Ouais, en fait, je devrais peut-être je devrais me reconvertir. En fait, je me rends compte que mon activité est vraiment pas bonne pour ma santé mentale. Peut-être je change de domaine, hein. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je pense que là, on va l'entendre. Allez, Sandrine Rousseau, dis un truc bien. Utiliser les C2E, les certificats d'économie, pour mettre plus de moyens, ce qui paraît totalement scandaleux. Skip les mecs, c'est des enflures, écoute les meufs, oui, kill all men. Je viens d'être convaincu instantanément. Et donc là-dessus, moi je crains le pire, puisqu'on voit bien que voilà, une planification écologique pour embarquer les gens. Est-ce que la gauche arrive à être audible sur ce sujet ? Pas tellement, et parce qu'on n'a pas complètement les mêmes propositions. Je pense que là, on va l'entendre. C'est que moi, je pense qu'il faut un blocage des prix immédiat et tout de suite, en fait, dans les 24 heures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à attendre. Et surtout, je regrette amèrement qu'il n'y ait pas d'autres propositions comme la démobilité, un plan de... J'ai une question, pourquoi tu t'antagonises systématiquement avec les influenceurs de gauche ? Je suis fan de ton contenu, parce que la plupart sont tous des et sont pas de gauche et disent la H24 et ne savent pas du tout pourquoi ils sont là et sont perdus dans leur vie. Et je les déteste tous et ils sont nuls. Et ils sont moins beaux que moi aussi. Voilà. Télétravail très important, des chèques d'urgence pour les personnes qui nécessitent, dont le travail nécessite de multiples déplacements. Je pense par exemple aux aides à domicile qui aujourd'hui souffrent terriblement, les infirmières, etc. Enfin vraiment toutes les personnes qui ont absolument besoin de ça. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas aussi un plan d'urgence d'équipement, des livreurs de courte distance en matériel électrique et mécanique pour, je pense à des vélos par exemple en ville, pour pouvoir livrer très facilement et entamer une démobilité. En fait, on a déjà eu la crise de l'inflation du pétrole et du gaz au moment de l'invasion de l'Ukraine. Et il n'y a eu aucune espèce d'annonce structurelle ou de politique publique permettant d'accompagner la sortie de la dépendance aux énergies fossiles. Mais cet été, il a fait extrêmement chaud. On n'a aucun plan d'aménagement des logements pour que ce n'est pas qui est la France Insoumise. Blocage des prix. Oui, d'ailleurs, vous dites qu'on n'est pas audible. Enfin, il me semble que dès le premier jour, la France Insoumise a martelé le blocage des prix et qu'on a été audible, fort heureusement, face au Rassemblement national qui a proposé des baisses de taxes, c'est-à-dire, en fait, un chèque en blanc. Et je regrette d'ailleurs que le Parti socialiste ait suivi ça. Un chèque en blanc à Total et aux multinationales du pétrole. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas compliqué à comprendre que, d'abord, c'était ce qu'avait fait la Macronie en 2022 après la guerre en Ukraine. La baisse de taxes ou des chèques énergie, ça revient à la même chose. C'est que ça laisse Total et les multinationales du pétrole se faire des méga profits. Ça les laisse faire flamber les prix sur le dos des gens. Et en plus, on demande aux contribuables de venir payer les chèques énergie aux pauvres gens qui se font avoir par les multinationales. C'était une erreur de la part d'Aurélie Trouvé de ne pas rebondir sur la primaire, à mon avis. Alors, est-ce qu'ils vont quand même en parler à un autre moment ou pas ? Santé, pouvoir d'achat, éducation, les priorités, la lutte des classes contre le racisme,
La lutte des classes contre le racisme. Qui a fait le chapitrage de cette vidéo? Quelle future grande conquête pour la gauche? Les gauches sont-elles irréconciliables? Les gens, si j'entends cette question encore une fois, je vais me bip. Par la multinationale Total. Enfin, vraiment, ça ne va pas du tout. Et je rappelle quand même, d'abord que, Mais là, elle a raison. Hein. Aurélie Trouvé basée de fou là actuellement. France Insoumise, Parti communiste. Bien sûr que la France Insoumise propose des choses et elle pourrait le dire encore avec plus de virulence face à tous ces doomers, tous ces losers nuls en face là. De dire ouais, vous avez aucune proposition peut-être, mais ne mettez pas la gauche dans la catégorie des gens qui n'ont pas de proposition. Vous n'êtes pas la gauche en fait. La gauche c'est LFI et elle propose des choses H24 et les choses sont très populaires et c'est pour ça qu'elle fait 22% et qu'elle va faire 30% à la prochaine présidentielle et gagner au second tour en fait. Contrairement à vous tous là, les losers défaitistes qui servaient que à essayer de faire part de la gauche. Une grande partie des Verts maintiennent cette position de blocage des prix, j'en suis très heureuse. Je regrette que le Parti socialiste, alors que c'est une des premières mesures du nouveau Front populaire, ne l'ait pas aussi portée, parce que c'est vrai, on est plus audible quand on est ensemble, et surtout quand on respecte le programme sur lequel on a été élu. Et ensuite, En fait, moi, je veux que toutes les interventions soient comme celle d'Ali Diouara à la marche contre le racisme avec Bali Bagayoko et tout le monde là, c'était incroyable. Vraiment, le discours d'Ali Diouara, je veux juste ça en boucle, en fait, injecté directement dans mes veines tout le temps. Le dit Sandrine Rousseau, le plan d'urgence, c'est aussi l'urgence de la sortie progressive des hydrocarbures, parce que c'est une dépendance absolument mortifère. Donc, ça, et je rejoins ce que dit Léon Desfontaines, évidemment, il y a la question notamment d'aller massivement vers les transports en commun. C'est pour ça que moi, le leasing social, très bien. Enfin, ça reste le tout voiture. La vraie question aujourd'hui, elle est de donner l'alternative en matière de transport en commun, même s'il y a une électrification absolument nécessaire. Et sur la voiture, leasing social, certes, mais il faut déjà penser à transformer l'industrie automobile qui aujourd'hui fait des voitures électriques absolument pas abordables, des grands formats. Et donc, ça laisse libre cours aux Chinois de nous envoyer des petites voitures électriques abordables. Donc, il faut un grand plan d'investissement aussi pour transformer l'industrie et faire en sorte qu'on ait ces petites voitures électriques abordables. Et par ailleurs, le leasing social, je suis désolée, je suis un peu technique, il faut en faire par ailleurs sur l'occasion. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tout ça est... mais je dis, à court terme, il y a... Un point de convergence, dit le mec... C'est le mec du PS, lui, je sais pas, le mec PCF, PS, ils ont la même tête. Je crois que c'est celui du PS. Le mec du PS, on a le point de convergence là-dessus. Par contre, on va présenter une candidature en parallèle de la vôtre pour tenter de faire perdre la gauche à la présidentielle. Parce qu'on fait semblant de pas comprendre comment marche la présidentielle avec l'effet spoiler. Avec le petit sourire de gros en coin, tu vois. Tout ça est... mais je dis, à court terme, il y a une seule mesure, il faut être... Je suis désolée, mais là, c'est la première mesure du NFP. À court terme, la seule chose entendable pour les gens, Sandrine l'a dit, c'est l'essence à 1,70 € et le gazole à 1,80 € comme avant la guerre. Ça coûte 0 contribuable et il n'y a que les grands actionnaires de Total qui payent. Vous savez qui c'est, les grands actionnaires de Total, essentiellement à 60%? C'est les grands fonds d'investissement américains. Donc je pense qu'on peut le faire quand même. Léon Desfontaines, on a vu que l'écologie ces dernières années a subi un rouleau compresseur qui vise à la délégitimer. Elle est aujourd'hui quasiment absente des débats de la présidentielle. Comment la remettre au cœur? Voilà, c'est dans le prolongement de ce qu'on disait sur les carburants. Comment est-ce qu'on remet l'écologie au centre? Je pense qu'il faut à tout prix réfléchir à l'écologie dans l'ensemble de nos territoires et contre aucune... En fait, désolé, mais c'est le format, en fait. Le problème, c'est vraiment le format. Il y a des gens qui aiment encore ce format où les gens ne se parlent pas, on n'aborde pas les vrais sujets. C'est genre, ok, maintenant, c'est ton tour de donner les éléments de langage de ton parti. Ok, maintenant, c'est à vous de donner vos éléments de langage, monsieur. On rebondit jamais sur ce que les uns et les autres disent. Enfin... C'est une purge, en fait, ce format. Une population ciblée, notamment contre les travailleurs de ce pays. Moi, aujourd'hui, en dehors du territoire, j'y reviens. Des réacteurs nucléaires. C'est boring as fuck. Pour dépenser 50% de moins d'énergie dans les processus de production dans les usines. Donc en fait, il dit pas qu'il faut délocaliser, il dit que juste il n'y a pas de politique publique d'accompagnement, d'investissement dans les usines et particulièrement les plus énergivores pour faire en sorte qu'il y ait une modernisation de l'outil de production et du coup. Pourquoi on regarde ça en fait? Le chat, vous m'avez dit de regarder ça, mais pourquoi on regarde ça? Oui, c'est ça le problème. Ouais, c'est le format. C'est quoi les moments intéressants?
Quelle future grande conquête pour la gauche ? Il n'y en a pas. Vraie réponse, il n'y en a pas. Pour préparer cette émission, on a relu le programme du NFP et on l'a comparé à celui de 1981 qui contenait une 5e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, la semaine de 39 heures, qui avait, dans son espace politique de l'époque, on a l'impression plus d'ambition que celui du NFP, même s'il a été négocié sur un temps court. Où sont passées les grandes conquêtes sociales dans les programmes de gauche Ok, je vais juste arrêter là. Hein. Ça va être le truc de critiquer LFI en disant à la fois ils ont plus aucune ambition et tout, mais à la fois ils sont beaucoup trop radicaux, ils sont inentendables, ils sont... J'en peux plus. C'est du troll, non mais c'est vraiment, c'est les pires personnes du monde. Oula, j'ai mis un like accidentellement. Grosse erreur, ok.